C'est parti pour une autre étape de plus de 30 km aujourd'hui, jusqu'à Quelsadia de la Cuesa. Alors le temps est couvert ce matin, il fait un peu plus frais, donc on verra ce que ça donne dans l'après-midi, mais tant qu'il pleut pas, ça va. Alors j'ai eu du mal à m'endormir hier soir parce que les lits du dortoir sont métalliques et qu'ils grincent. Mais c'était un grincement particulièrement pénible. Non. Tu vas pas monter sur mon sac, toi, hein? Alors aujourd'hui, ça va être tout plat et avec des longues lignes droites, comme celle que je vois là. Donc là, avec ces lignes droites, pilote automatique, on ferme les yeux et on avance. Et derrière moi, le soleil commence à se lever. Il y a déjà pas mal de monde qui est parti. Quelque chose me dit que cette étape va être longue et monotone. Et senti des gouttes. Il commence à pleuvoir un peu. Bon, j'espère que je vais pas m'en ramasser une grosse sur le coin de la figure. Pour l'instant, ça va, c'est supportable. Alors je sens bien l'odeur des brebis, mais ils les laissent dans les bâtiments, ils ne les mettent pas dans les champs. Je suis déçu. Voilà un balisage qui me plaît. Cela dit, il est encore un peu trop tôt. Alors j'ai remarqué que les noms des villages sont assez longs ici. Pause café. No, ya nos volveremos a ver seguro, seguro.
Bon, il n'y a pas un âne qui veut venir me dire bonjour. Oui aussi. Bien, eh bien, cette pause second petit déjeuner était plutôt sympa. J'ai discuté avec un vieux bonhomme qui lui est parti de Rome en hiver, qui est remonté jusqu'à Calais. Il voulait aller à Canterbury en Angleterre, il n'a pas pu parce que il n'avait pas de passeport. Et il est redescendu à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, il est arrivé ici dans la Meseta. Mais il a fait 3 fois le chemin de Compostelle. Or, d'aucuns qualifieraient ce vieux bonhomme de clochard. Il a son sac à dos, sa tente, tout ce qu'il faut. Et il vit comme ça sur les routes sans argent. Du coup, comme mon sandwich au jambon était très très gros, ben, je l'ai coupé en 2 puis je l'ai partagé avec lui. Et là, on a discuté pendant pas loin d'une demi-heure quand même. Et c'était plein d'enseignements cette rencontre. Sacré bonhomme quand même. Mais ouais, c'était bien sympa cette discussion. Et cette pause était d'autant plus sympa qu'il y avait des oies, des moutons et 2 ânes qui n'ont pas voulu me dire bonjour, les ingrats. Ce qui est quand même frappant dans la région, c'est la manière dont les églises sont massives par rapport aux maisons du village. Ah bah il y a quand même une côte. Hey Bruno. ¿Cómo andas? Bien, bien. Ah, c'était Roberto, on a fait connaissance hier dans l'Alberier. Et lui, il fait le chemin en vélo. Il m'a dit qu'il faisait à peu près 70 à 80 km par jour. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un champ de plantes du genre Triticum, c'est-à-dire un champ de blé. Et d'ailleurs, je pense que le mot espagnol, trigo, est plus proche de la racine latine que le mot français. Alors évidemment, le blé est encore vert parce que on est juste début mai. En plus, on est à quasiment 900 mètres d'altitude. Or, il existe de nombreuses sous-espèces de blé, mais il y en a grosso modo 5 ou 6 qui sont cultivés. Alors, les principaux blés cultivés dans le monde sont le blé tendre, qui représente à peu près 90% du blé cultivé au niveau mondial, le blé dur, qui sert principalement à la fabrication de pâté de semoule, l'épeautre, et 2 blés qui sont cultivés localement dans le bassin méditerranéen et en Géorgie, l'engrain, qui a une faible teneur en gluten, ce qui est valorisé par le marketing diététique, forcément, et le blé zandouri, qui lui est cultivé en Géorgie. Voilà, c'était la minute agriculture de cette étape.
Et à Carrión de los Condes, je pense que je vais faire une petite pause parce que l'étape n'est pas finie. Allez, je vais enrichir Coca-Cola. Bien, après cette pause, il est temps de repartir. Et les 200 premiers mètres sont toujours un peu durs quand on s'est arrêté longtemps. Mais là, ça va mieux. Les jambes, les pieds s'échauffent de nouveau petit à petit. Du coup, je vais pouvoir reprendre mon rythme de croisière. Et là, je vais aborder la dernière ligne droite de cette étape, une ligne droite de 17 km. Sans rien, sans village, sans eau. Mais a priori, je viens de recevoir un coup de fil de Louis qui est quasiment arrivé là où j'arriverai dans quelques heures. Et m'a dit que depuis qu'il est passé la dernière fois, les arbres ont poussé. Et de toute façon, peu importe, parce que le ciel est toujours couvert. Et voilà, c'est parti pour 17 km sur ce chemin gravillonné. Et entre Carrión de los Condes et Calzada de la Cueva, il n'y a rien. Je sens que ça va être long. « 17 km comme ça. Ah, la ligne droite des Hunaudières peut aller se rhabiller. Et comme il n'y a pas grand-chose le long de ces 17 km, je vais compter les cailloux. 524, 525, 526, 527, 522, 530, 531, 592, 20 393. 2 582 537, 2 582 538. Je crois que j'en ai oublié. Je suis obligé de recommencer. Non, en fait. Je ne vais pas compter les cailloux. En revanche, comme je suis le tracé d'une ancienne voie romaine, eh ben on va parler des voies romaines. Alors la voie romaine que je longe ici, ça s'appelle la Calzada Via Aquitania. Cependant, ce n'est pas la Via Aquitania qu'on connaît en France, qui va de Narbonne à Bordeaux. Selon les sources, et notamment selon un historien du chemin de Compostelle, elle correspond à la voie romaine 34. Alors comme les voies romaines étaient souvent appelées du nom de leurs financiers ou de leurs constructeurs, je pense que cette voie romaine 34, ça doit être la nomenclature des archéologues. À moins qu'il y ait eu un monsieur 34 chez les Romains, mais ça m'étonnerait. Alors là, je suis sur le tracé originel du chemin vers Compostelle par la Via Aquitana.
Ce qui veut dire que ce tracé n'a quasiment pas changé depuis plus de 1000 ans. Parce qu'il faut savoir que originellement, la Via Aquitana reliait Bordeaux à Astorga. Astorga, où si tout va bien, je passerai dans quelques jours. Avant le XIe siècle, le chemin de Compostelle suivait donc cette Via Aquitana et passait bien au nord de Logroño et Nájera. Et c'est au XIe siècle donc qu'il a été dévié pour passer dans ces deux villes. Alors de quand datent les voies romaines? Eh bien, elles ne datent pas du début de l'Empire romain. En fait, quand le Gaulois Brennus a envahi Rome en 390 avant Jésus-Christ, les Romains se sont aperçus qu'ils avaient du mal à faire venir les troupes des différentes régions de l'Empire pour renforcer les défenses. Et donc finalement que le système défensif de Rome était très fragile. C'est donc en 312 avant Jésus-Christ qu'a été construit le premier tronçon de voie romaine entre Rome et Capoue. Capoue situé au sud-est de Rome sur la côte méditerranéenne. Dès lors, le réseau n'a cessé de s'étendre, d'abord pour des raisons stratégiques. Il était beaucoup plus facile et rapide de déplacer des troupes, mais ensuite pour des raisons commerciales. Ainsi, les voies romaines qui allaient de Rome en Espagne servaient au commerce en provenance d'Espagne d'huile et de vin. Donc de gras et de pinard. Ah bah quand même, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de pinard. À l'apogée de l'Empire, les voies romaines couvraient toute l'Europe, une partie de l'Afrique du Nord et l'Asie mineure. Comment étaient faites les voies romaines? Alors tout d'abord, le tracé. Eh bien, il était le plus droit possible. Désespérément droit. La structure de la voie romaine, quant à elle, eh bien, ça dépendait. Ça dépendait du type de terrain et ça dépendait aussi des matériaux disponibles sur place. Mais généralement, il y avait d'abord un soubassement, puis plusieurs couches de granulats de différents calibres, et enfin, en parement, une chaussée pavée au profil légèrement bombé, comme nos routes actuelles, de manière à ce que l'eau de pluie s'écoule sur les bords. Ils étaient forts, ces Romains, quand même. Dans les éventuels virages, la voie était élargie afin que les chariots puissent manœuvrer. Et pour le franchissement d'obstacles, et en particulier des rivières, on trouvait des gués, des ponts de bois, des bacs, mais surtout des ponts en pierre d'une solidité à toute épreuve, puisqu'on en utilise encore certains pour le trafic routier à l'heure actuelle. Ah ouais, ils étaient forts, ces Romains. Je ne sais pas si nos ponts en béton armé résisteront pendant 2000 ans. Ah, jusqu'ici, j'étais quasiment tout seul sur le chemin. Bon, il y a d'autres pèlerins derrière moi, mais là, il y en a 3 à 200 mètres devant. Allez, je fais une petite pause. Il me reste 7 km à faire. Alors il existait plusieurs sortes de voies romaines. Les via publicae, qui correspondent à nos actuelles routes nationales, voire autoroutes, qui reliaient les grandes cités entre elles, et dont la largeur était comprise entre 6 et 12 mètres.
Venaient ensuite les voies vicinales d'une largeur moyenne de 4 mètres qui venaient s'embrancher sur les voies principales et qui reliaient les bouts entre eux. On pourrait dire que ça correspondait à peu près à nos routes départementales. Venaient enfin les voies privatées qui, comme leur nom l'indique, étaient les voies privées qui reliaient les propriétés aux voies romaines publiques. Une voie romaine, ça n'était pas seulement une chaussée, mais on trouvait un certain nombre d'aménagements, dont des bornes miliaires. Qu'était-ce donc une borne miliaire ? Une borne miliaire, c'était une colonne de pierre de 2 à 4 mètres de haut, qui n'était pas placée tous les kilomètres comme nos bornes kilométriques actuelles, ni tous les 1000 romains, qui, je le rappelle, valaient 1480 mètres. Les bornes miliaires, c'était plutôt l'équivalent de nos poteaux indicateurs, qui étaient placés pour indiquer la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine localité. Outre ces bornes miliaires, on trouvait bien évidemment des relais et auberges, la mutatio, tous les 10 à 15 km, la Mantio, tous les 30 à 50 km. Et enfin, on trouvait le Caopo, lieu d'étape parfaitement équipé, avec écurie, maréchal ferrant, réparateur de chariots, et bien évidemment, auberge, restaurant, point multiservice et bar. Important ça, le bar. Et bien souvent, en parallèle de ces auberges, on trouvait des auréas, c'est-à-dire des entrepôts qui servaient aux marchandises circulant dans l'Empire. Or, il paraît que ces auberges avaient mauvaise réputation et que beaucoup de voyageurs campaient à proximité. La suite après la mini-côte. Bien après cette mini-côte, que voulais-je dire ? Oui, outre l'armée, le grand bénéficiaire de ce réseau de voies romaines, c'était le cursus publicus, c'est-à-dire la poste. Eh oui, alors pas les PTT, parce que télégraphe, télécommunication, ça n'existait pas, donc les P romains. Un peu facile celle-là. Ce service était tellement efficace que les postiers de l'époque pouvaient faire 75 km par jour. Et ouais, il y avait un service public de la poste à Rome. Sûrement que quelques hommes politiques de notre époque, qui sont encore aux manettes d'ailleurs, et que par charité chrétienne je ne nommerai pas, avaient vécu au temps de Rome, ils auraient dit ouh là là, ce service public de la poste, ça nous coûte trop cher. 75 km, c'est pas assez. Il faut qu'il fasse 2 fois plus, avec les mêmes chevaux. Et du coup, ils auraient tué les chevaux. Alors, ils auraient peut-être pas trouvé ça tout seuls, hein. Non, faut pas exagérer non plus. Ils auraient fait appel à un cabinet de consultants type Marcus qui n'en veut plus, qui aurait fait un beau PowerPoint sur des tablettes de marbre gravées et qui aurait donné cette brillante solution. Le tout pour le poids en sesterces de tout un troupeau de rocs. Je vous préviens, les cabinets de consultants, il me reste 500 bornes jusqu'au Cap Finistère. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Dernier aménagement des voies romaines dont j'avais oublié de parler. Les voies romaines étant réservées aux chariots, au transport de marchandises et de personnes, elles étaient souvent longées par des voies piétonnes, des chemins. Mais pas de pistes cyclables.
au grand désespoir d'Anne Hidalgo. Le réseau de voies romaines de l'Empire, qui constitua un atout stratégique et commercial, contribuera aussi à la perte de l'Empire romain. Et oui, parce que si les soldats romains peuvent emprunter les voies romaines, et ben les ennemis aussi. Voilà pour cette mini-série sur les voies romaines. Ceci étant dit, c'est ce que l'histoire officielle nous en apprend. Alors que tout le monde sait que les voies romaines ont été faites pour que Ordre Alphabetix puisse faire venir ses poissons en char à bœuf depuis Lutèce. On a le respect du client, on ne l'a pas. Alors d'accord, les Romains, voies romaines, tout ça, les ponts qui durent 2000 ans, mais vous connaissez pas autre chose que la ligne droite, parce que là, ça fait 15 km de ligne droite, et c'est long, c'est long. Ah, là-bas j'aperçois un clocher, donc c'est peut-être Calçada de la Cueva. Sauf qu'il me reste encore 5 km à faire. C'est normal que le clocher recule au fur et à mesure que j'avance. Bon, c'est une petite église isolée du village et juste à côté du cimetière. Et je crois apercevoir les toits des maisons. Alors, j'arrive à Calçada de la Cueva. Et je suis pas fâché d'arriver. Parce que celle-là, elle a été longue. Bien, fin de cette étape qui aura été longue parce qu'elle aura fait 37 km, dont 17 km de ligne droite. Voilà, demain je vais être plus raisonnable puisque ce sera une étape de récupération d'une 20 ou 22 km, un truc comme ça, jusqu'à Sahagún. Maintenant je vais me masser les pieds et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.